Bonjour tout le monde, très très content d'être ici. J'en profite pour remercier l'Observatoire, non seulement pour m'inviter à donner cette conférence-là, mais également pour le support en lien avec mon projet de recherche qui était au cœur de mon année d'études et de recherche, qui s'est terminé en décembre dernier. Et donc, le projet impliquait notamment un déplacement aux États-Unis au cours de l'automne pour justement me plonger directement là, dans la campagne présidentielle américaine et l'impact des technologies, justement, mue par l'intelligence artificielle générative, là, puis l'impact de la désinformation parce que ces technologies-là, essentiellement, la désinformation et la propagande ou la mésinformation, ça a toujours existé, mais c'est certain qu'avec ces technologies-là, il y a vraiment une accélération de la capacité de produire cette désinformation-là. Et donc, c'était initialement ce pourquoi je me suis rendu aux États-Unis. Depuis, évidemment, et le choix du titre de la conférence, il a été fait avant l'entrée en fonction de l'administration Trump 2.0. Je vous dirais bien humblement là, que si je l'avais choisi après ou aujourd'hui, ça aurait pu être prêt pour la tempête à venir, mais bien, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, le titre aurait été complètement différent. Je pense qu'on est tous un peu pris par surprise, en fait, par la rapidité avec laquelle les changements paradigmatiques, on va les appeler comme ça, là, mus par l'administration Trump 2.0 là, se déploie. Alors, c'est certain que ça a joué dans la conférence que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas que de désinformation, mais bien de carrément d'attaque contre les institutions démocratiques et du lien, bien sûr, avec la liberté d'expression et sa compréhension instrumentalisée et instrumentalisable. Alors, c'est vraiment l'objectif là, de la présentation d'aujourd'hui. Alors, merci à l'Observatoire pour le soutien pendant mon projet de recherche, parce que c'est un soutien qui est également financé. Alors, réponse courte à la question que je pose, hein, sommes-nous prêts pour la tempête? Non. Non, et je dirais même pas du tout. Et là, on peut rajouter tout plein d'autres synonymes là, avec des petits émojis là, avec la personne terrorisée par rapport à ce qui s'en vient. Le plan de la présentation, évidemment, c'est pas l'objectif, c'est pas de se rouler en boule et ensuite donner l'impression que parce qu'on n'est pas prêt, il n'y a rien à faire, bien sûr, mais bien d'expliquer en quoi et pourquoi on n'est pas prêt à faire face à cette tempête-là. Et quand je dis on, je parle de la situation qui court au Québec. Charte des droits et libertés, le principal contre-pouvoir, la liberté d'expression, les liens avec l'idée de démocratie, de société démocratique, donc faire un petit rappel des principes. Ensuite, de plonger dans le vif du sujet, donc d'essayer de vous convaincre, pas de vous convaincre, de vous expliquer pourquoi, selon moi, nous ne sommes pas prêts à faire face à cette vague-là, la tempête dans laquelle on se trouve déjà depuis l'entrée en fonction du président Trump, donc le 20 janvier 2025. On dit que janvier a été une longue année, et là, on est dans la deuxième année déjà, hein, l'année du mois de février, tellement les choses vont vite. Et évidemment, les pistes de solutions. On va conclure là-dessus, là, parce qu'il y a des pistes de solutions à mettre en place. Et donc, on va évidemment se laisser sur l'action potentielle, en fait, hein, face à des actions comme celles qui nous sont opposées actuellement. Là, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, il y a différentes pistes, en fait, qu'on peut mettre en œuvre pour justement se préparer et très rapidement essayer de renforcer nos digues pour éviter d'être avalés par le géant américain et ou de voir la situation littéralement catastrophique d'un point de vue démocratique qui se déploie au sud de la frontière, ben, contaminer notre société là, au Québec et au Canada. Alors, il y a différentes pistes de solutions, à mon sens, là, qui pourraient permettre de lutter contre cet élément-là. Alors, évidemment, là, c'est la blague que je fais toujours, c'est-à-dire, j'espère que ça vous convient parce que j'ai pas de plan B. Alors, c'est une fausse proposition. Là. J'y vais de manière absolument trumpienne et autoritaire avec la proposition de plan pour la conférence d'aujourd'hui. Alors, quelques rappels, donc, justement, en lien avec les chartes et la démocratie. On est au Québec et les droits et libertés de la personne. Hein. Les droits humains, ils ont plusieurs étiquettes qu'on peut leur donner. Et ce sont des droits qui sont libellés de manière large et imprécise.
la liberté d'expression, par exemple, ou encore le droit à l'égalité, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité. En fait, c'est tellement large et imprécis que ça permet à toute personne, même des opposants à ces libertés-là dans une société démocratique, de s'en réclamer. Et donc, c'est vraiment important pour bien comprendre la nature de ces textes-là, puis être capable aussi d'identifier des tentatives d'instrumentalisation de ces droits et libertés-là, de les ramener à leur raison d'être, en fait, d'un point de vue très, très pragmatique, mais également, je dirais, les prémices de base qui soutiennent l'existence de ces contre-pouvoirs-là, puis à qui ça appartient, puis etc., pour ne pas tomber dans les pièges, en fait, qui nous sont tendus par plusieurs, et je dirais les membres de l'administration Trump 2.0 au premier chef, là, en tout cas actuellement, c'est ceux qui parlent le plus fort, puisqu'ils bénéficient là, de ces porte-voix là, à portée presque infinie, là, qui ont été mis directement à leur service. La plateforme X d'Elon Musk en étant sans doute le principal porte-étendard. Donc, deux prémices des chartes qui traversent l'entièreté de leur mise en œuvre, puis je dirais même du catalogue des droits et libertés de la personne qui sont enchâssés. Là. Au Québec et au Canada, on a deux, au Québec, là, littéralement, on a deux textes dits supra-législatifs qui s'appliquent et vers lesquels on peut se tourner si tant est qu'on juge que l'État, voire des employeurs, en fait, abusent de leur pouvoir pour entrer de manière non justifiée à l'intérieur de nos nombreuses zones d'autonomie personnelle qui ont été arrachées là, de longue lutte par des générations qui nous ont précédés, notamment sur la question de la liberté d'expression. Et donc, une des prémices de base, c'est la société démocratique, en fait. C'est-à-dire que les chartes des droits et libertés n'ont pas vocation à mettre de l'avant d'autres régimes politiques que celui de la société démocratique. Alors, évidemment, là, au sud de la frontière, on va vraiment se déployer toute une rhétorique, en fait, le menée par différents, je vais utiliser des guillemets là, pour être poli, penseurs comme Curtis Yarvin, laissant entendre que la démocratie, c'est vraiment dépassé, que donc on devrait revenir à des régimes plus autoritaires, comme une monarchie, par exemple, littéralement, où là, le monarque, à 2025, aurait les pouvoirs d'un CEO à l'intérieur d'une entreprise, mais il les utiliserait cette fois-là à l'intérieur de l'État. Et je ne suis pas en train de caricaturer, c'est littéralement la thèse qui est mise de l'avant par Curtis Yarvin et d'autres, en fait, là, qui ont l'oreille manifestement du vice-président Vance et de Elon Musk notamment. Alors, il y a la question de la société démocratique et il y a également la question depuis 1948, hein, depuis qu'on a ouvert les camps de concentration, l'idée selon laquelle ce qui est au cœur des textes sur les droits et libertés de la personne, c'est l'idée de mettre un frein à l'exercice des pouvoirs des majorités pour s'assurer qu'ils n'abusent pas de ces pouvoirs-là à l'encontre de groupes minoritaires. À partir de 1948, il y a un consensus qui s'est élargi au fil du temps et là qui est sous attaque, là, littéralement. C'est l'idée selon laquelle les démocraties ne peuvent plus se résumer à la règle de la majorité qui décide parce que des régimes démocratiques élus ont mené à la mise en place, donc, parce que évidemment, sans faire le point Godwin, mais c'est inextricablement lié à la raison pour laquelle on a codifié progressivement les textes sur les droits et les libertés de la personne. C'est parce que le gouvernement d'Adolf Hitler a été élu démocratiquement et ça a mené à des exactions épouvantables et horribles, à la systématisation de l'élimination de populations, les Juifs au premier chef, bien sûr, mais également les Tziganes, les handicapés, les personnes âgées, etc. Et donc, c'est vraiment ce qui est au cœur là, de la réforme post-1948, post-Deuxième Guerre mondiale, et ça traverse tous les textes sur les droits et libertés de la personne. Bon, maintenant qu'on a dit ça, et là, c'est des éléments qu'on prenait largement pour acquis, qu'on prend encore largement pour acquis, je dirais, au Québec et au Canada. Et dans cette période où il y a beaucoup, et j'en suis, là, qui sont littéralement tétanisés par cette attaque-là, tout azimut, contre l'ordre international post-1948, post-Deuxième Guerre mondiale au niveau international, mais également contre l'idée même de démocratie. Là, on a largement pris ça pour acquis, en fait, que nous demeurerions toujours en démocratie. Et donc, c'est l'idée de revenir aux bases, en fait, aux fondements pour voir en quoi la liberté d'expression est aussi fondamentale en démocratie. Pour moi, c'est vraiment un exercice auquel plusieurs vont devoir se livrer là, au cours des prochains mois, prochaines semaines. On est en contexte d'urgence, là, prochaines semaines, prochains mois et prochaines années, pour bien comprendre, en fait, ce qu'est une définition cohérente avec ce qui est nécessaire pour qu'on soit toujours en démocratie.
Alors, je le disais d'emblée, les droits fondamentaux, ils sont libellés de manière large et imprécise, et donc on peut faire entrer beaucoup de choses là-dedans, et ça explique pourquoi, depuis 1948, là, il y a vraiment eu plusieurs juridictions qui ont interprété les droits et libertés de la personne, et il y a des différences là, quant à la portée qu'on réserve dans une juridiction nationale par rapport à une autre, à ces différentes garanties fondamentales-là, qui sont ce qui reste de l'idée de l'universalisme essentiellement. C'est un universalisme de libellé, et sur les activités protégées, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de disparités. Il y a des États qui protègent plus largement la liberté d'expression que d'autres, plus largement le droit à l'égalité que d'autres, etc. Mais la prémisse d'interprétation de ces garanties-là demeure le lien avec la société démocratique. C'est comme ça qu'on est capable de justifier d'un point de vue rhétorique ou même d'expliquer en fait rationnellement des limites acceptables à l'exercice de ces droits et libertés-là. Alors, je dirais que la liberté d'expression, c'est clairement le droit qui est le plus inextricablement lié à l'idée même de société démocratique. Parce que qu'est-ce qu'une démocratie au fond? C'est un régime où c'est l'ensemble de la population qui est en mesure de déterminer les grandes orientations qui vont gouverner le collectif, essentiellement. Dans les démocraties représentatives, ça va prendre la forme des élections largement, mais il peut y avoir différents moments, que ce soit des sondages, des manifestations, des référendums, etc. Mais c'est vraiment cette idée-là, en fait, c'est que le pouvoir de nos représentants élus n'est légitime que parce qu'il a été plébiscité par la majorité de la population. Et ces décisions-là, au cours de leur mandat, doivent également s'assurer, puis là, il y a plein de mécanismes qui varient d'un État à un autre, là, qu'on garde la confiance de la population et qu'on garde l'appui de la population envers ces différents agendas-là. Et donc, en ce sens-là, la liberté d'expression, elle est fondamentale parce que c'est celle qui permet d'exprimer ses points de vue, d'exprimer ses opinions, de participer valablement au débat démocratique. Mais là où on a un problème, en fait, et c'est là où ça explique notamment pourquoi la liberté d'expression, elle est instrumentalisée depuis les dernières décennies, en fait, par des groupes d'extrême droite, c'est parce que si on la coupe de l'idée de société démocratique et qu'on ne met l'accent que sur l'individualité dans la capacité de bénéficier de la liberté d'expression, bien, on est capable de la retourner comme une crêpe, la liberté d'expression, et au lieu de servir la société démocratique, la liberté d'expression, elle peut servir d'arme pour attaquer les institutions dont on a besoin pour qu'on soit toujours en démocratie. Et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ces institutions-là? Ben, c'est des institutions qui sont protégées comme des corollaires à la liberté d'expression, mais paradoxalement, dans le discours public, souvent, elles sont subsumées par le droit individuel de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on croit, comme s'il n'y avait pas de limite ni de frein, en fait, à cette liberté fondamentale-là. Et donc, les corollaires institutionnels, c'est les médias, ce sont les médias, ce sont les universités, et c'est l'idée du droit d'accès à l'information, en fait. C'est-à-dire qu'en principe, là, pour que la population soit en mesure de se faire une tête sur la légitimité des actions et des propositions qui leur sont faites par les élus, par les puissants, bien, il faut qu'on ait accès aux faits. Il faut qu'on ait accès à des analyses rigoureuses, en fait, qu'on soit en mesure de se faire une tête à partir de ces faits-là qui doivent être collectivement partagés. Si on n'a plus accès à ces faits-là, bien, pour reprendre le mot d'Anna Arendt, la liberté d'expression devient une farce, en fait, essentiellement, parce qu'il n'y a plus de possibilité de dialogue démocratique. Et c'est justement là-dessus que se fonde l'administration Trump depuis son entrée en fonction, mais il y avait des racines, là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de surprenant pour qui a lu le projet 2025, qui était largement accessible pendant la dernière campagne présidentielle, et a suivi la campagne présidentielle et prenait les propos de Donald Trump pour autre chose que des blagues, des boutades qu'il ne fallait pas prendre au sérieux. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une vidéo proprement surréaliste qui avait été diffusée en juin 2024 où Trump annonçait son intention en lien avec la liberté d'expression et limitait littéralement la liberté d'expression à sa composante individuelle en disant, pour s'attaquer aux institutions comme dans les médias, certains réseaux sociaux le faisaient. Il y avait Facebook notamment qui faisait des processus de modération en fait pour être capable là, de lever des drapeaux quand il y avait des informations fausses ou trompeuses, et les universités également. Alors, grosso modo, la vidéo laisse entendre que la vérification des faits, c'est de la censure et que maintenant, l'administration Trump a pour objectif de sanctionner
quelque institution que ce soit des universités, des médias, qui osent remettre en cause la véracité de certaines informations via justement des entreprises dites de vérification des faits. Alors, l'objectif net, on le voit là, c'est d'utiliser la composante individuelle de la liberté d'expression pour s'attaquer à ces garanties institutionnelles qui ont vocation, hein, parce que les universitaires, les journalistes, au sens professionnel du terme, ben, c'est des corps de métier dont on a besoin pour être capable d'aller chercher ces informations-là. Et à partir de ces informations-là, de ces faits-là, en principe, là, évidemment, il y a plein de dysfonctionnements qui vont affecter le fonctionnement de certaines universités ou certaines entreprises de presse. On pourra y revenir. Mais l'idée, quand même, à la base de la liberté de la presse et la liberté académique, c'est pas de donner des privilèges à certaines personnes pour dire n'importe quoi. C'est d'offrir les conditions permettant à ces personnes d'aller chercher les faits et de les communiquer largement à la population pour permettre ensuite l'expression individuelle démocratique qui va dans le sens de la démocratie et non pas à son encontre. Alors, il y a un autre exemple quand on parle de dysfonctionnement là, qui vient avec la crise des médias traditionnels, je dirais, sur lequel on pourra revenir. Mais récemment, là, Jeff Bezos, notre autre milliardaire, propriétaire d'Amazon, est également propriétaire du Washington Post, qui est un journal qui existe depuis plusieurs années puis qui avait jusqu'à récemment une excellente réputation. Et donc, non seulement pendant la campagne électorale, Bezos avait imposé une rupture avec la pratique qui avait été suivie par le Washington Post dans les dernières campagnes présidentielles et qui avait exigé que le Post et sa ligne éditoriale ne prennent pas position en faveur ni de Kamala Harris ni de Donald Trump. Mais récemment, donc, il a annoncé le fait que il n'y aurait plus maintenant qu'une ligne éditoriale défendue au Washington Post et ce serait la ligne qui allait défendre une vision, écoutez, j'ose le mot libertarienne là, des enjeux politiques et économiques, laissant entendre que maintenant, comme le Washington Post fonctionne dans un monde où toutes les informations sont disponibles sur Internet, il a la possibilité de se servir de son entreprise de presse d'une manière qui est conforme à ses souhaits économiques. Alors, on est vraiment dans ce monde-là. Et donc, je le disais, là, les libertés fondamentales qui sont des corollaires institutionnels à la liberté d'expression, il faut les prendre ensemble, en fait, si tant est qu'on veut s'assurer que l'exercice de ces libertés fondamentales-là aille dans le sens du maintien d'une société démocratique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt au Québec et au Canada par rapport à cette tempête-là, par rapport à ces réécritures-là? On a un peu l'impression, quand on suit l'actualité depuis le 20 janvier dernier, qu'on est dans une société qui est un hybride entre 1984, le livre d'Orwell, et Soleil vert. Parce que dans 1984, il y a la question de la réécriture, évidemment, là, des faits, l'idée de la novlangue, et qu'on voit, là, notamment, on n'a qu'à voir là, les dernières tentatives de l'administration Trump 2.0 de réécrire ce qui s'est passé dans le conflit opposant l'Ukraine à la Russie. Mais là où il y a une nouveauté, puis c'est pour ça que c'est un hybride avec Soleil vert, le film des années 70 avec Charlton Heston, un film et un roman complètement dystopique, c'est qu'il y a la crise climatique aussi. Donc, paradoxalement, on ne parle presque plus tellement maintenant. Ce à quoi on doit s'attaquer prioritairement, c'est de protéger les institutions démocratiques. Il y a quand même derrière ce qui était sur toutes les lèvres, c'est-à-dire le fait qu'on doit absolument s'attaquer au réchauffement climatique. Et donc, ça demeure très inquiétant. Et on a une campagne électorale qui nous pend au bout du nez au Canada, les élections fédérales. Donc, là, on a la course au leadership du Parti libéral du Canada, parti actuellement au pouvoir. Il va falloir voir ensuite quand est-ce que va se déployer la campagne électorale fédérale avec le fait que nos forums publics maintenant, là où tous les politiciens et les politiciennes sont, là où toutes les entreprises sont, là où nous sommes toutes et tous, en fait, ce sont les réseaux sociaux, essentiellement, qui sont possédés par les GAFAM. Alors, dans ce contexte-là, où notamment Elon Musk, mais il y en a d'autres, hein, ne se cache plus, en fait, sur le désir
de filtrer les informations à l'ombre de leurs agendas politiques, en fait, et voire de choisir les informations auxquelles nous serons exposés en fonction des intérêts particuliers ou encore de nos comportements individuels, hein. Ces informations-là, on savait depuis plusieurs années que les propriétaires de ces grandes plateformes-là étaient en mesure de nous cibler sur la base de nos préférences personnelles et peut-être de nos doutes politiques dans certaines circonstances. Ben, c'est certain que là, on est un petit peu mal pris là, quant au risque que représentent les ingérences annoncées en fait par Elon Musk dans cette campagne électorale à venir. Alors, ça, c'est vraiment un enjeu qui est fondamental. Je dirais que c'est un enjeu qui est existentiel. On y reviendra par ailleurs dans les pistes de solutions, mais grosso modo, il y a vraiment eu une transformation de l'écosystème informationnel et politique auquel on est confronté. Et là, comme il y a un alignement des propriétaires de ces grandes plateformes-là sur les priorités de l'administration Trump 2.0 et que dans les priorités, à tout le moins affichées de l'administration Trump 2.0, il y a un souhait euh, de mettre le Canada à genoux économiquement parlant, quitte à éventuellement ce que le Canada accepte de devenir par la force des choses le 51e État américain, ben, c'est certain que ces plateformes-là ne sont pas neutres. On savait qu'elles n'étaient pas neutres. On savait que les algorithmes en fait, jouaient un rôle important dans la capacité qu'on avait comme utilisateur d'avoir accès, d'être exposé à certaines informations. Mais là, il y a carrément un risque, en fait, d'ingérence sur lequel on va avoir difficilement du contrôle à courte échéance, alors qu'on a une campagne électorale qui va être déterminante pour le futur politique du Canada qui nous pend au bout du nez. La législation, et je dirais même au sens pragmatique du terme, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution de rechange, tellement on a collectivement mis toutes nos billes dans le même panier, qui est celui du forum public, je dirais, protégé par cette idée de la neutralité du web, en fait, et on a fait une forme de pacte avec le diable, c'est-à-dire qu'on savait depuis plusieurs années que nous étions le produit. C'est-à-dire que le fait d'utiliser ces plateformes-là dont la propriété était des grands conglomérats qui avaient une vocation à vendre nos données, ben le jeu en valait la chandelle parce que ça nous permettait quand même de faire société, ça nous permettait quand même de rejoindre la population et de débattre démocratiquement. Et donc, là, peut-être qu'on a été naïf collectivement, et je me mets au premier chef, là, c'est l'impression que la neutralité du web allait toujours réfréner les ardeurs et le droit international et le respect des règles régissant les échanges entre les différents États qu'on a largement pris pour acquis, allait toujours freiner ces ardeurs-là et que si les algorithmes pouvaient rendre, dans une certaine mesure, plus difficile l'accès à certaines informations, il y avait toujours moyen de créer ces collectivités-là à l'intérieur desquelles on serait capable librement de faire circuler nos informations. Et donc là, le problème, c'est que on est pris dans ces plateformes-là, il y a très, très peu de solutions de rechange. Alors, il y a eu par rapport aux actions d'Elon Musk l'émergence d'un autre réseau social, là, Blue Sky notamment, mais je pense que c'est le sociologue Philippe Grosbois qui le faisait notamment ressortir. La structure de fonctionnement de Blue Sky la rend tout aussi vulnérable à des dysfonctionnements de la nature de ceux qui affectent actuellement X, en fait. C'est-à-dire que Blue Sky pourrait très bien être acheté par un autre propriétaire qui aurait des visées plus semblables à celles, par exemple, d'Elon Musk et qui pourrait se mettre les mains dans l'algorithme et rendre l'expérience sur Blue Sky similaire à celle qui, maintenant, est délétère pour les débats démocratiques là, qu'on retrouve sur X. Alors, il y a cet enjeu-là là, auquel on est littéralement confronté à brève échéance, à laquelle il va falloir qu'on s'attaque, on y reviendra dans les pistes de solutions, mais qui, je disais, à brève échéance, là, dans la prochaine campagne électorale, ben, j'ai très, très hâte de voir comment on va être capable de la contourner parce que dernière caractéristique de la véritable explosion du cadre ou de l'écosystème informationnel traditionnel, c'est le fait que plusieurs médias d'information ont beaucoup de mal. En fait, il y a des coupures importantes qui sont faites à peu près à tous les services de presse, dans toutes les chaînes généralistes, et il y a vraiment un déplacement, en fait, des sources d'information de plusieurs portions de la population, les jeunes au premier chef, qui vont aller véritablement davantage vers ces réseaux sociaux-là qui sont propriétés de ces GAFAM-là là, étrangers. Euh,
Deuxième élément pour lequel nous ne sommes pas prêts, c'est que dans le cadre législatif et réglementaire canadien, voire le cadre constitutionnel canadien et québécois, il est très difficile, sinon impossible, d'empêcher la diffusion de fausseté, peu importe qu'elles viennent de politiciens ou même d'entreprises, là, dans certaines circonstances. Il y a toute la législation qui empêche la publicité qui est fausse et trompeuse là, dans un contexte concurrentiel. Mais au niveau politique du terme, là, des affirmations politiques, des propos faux et trompeurs, là, pour revenir par exemple à un exemple qui a été largement dénoncé pendant la campagne présidentielle américaine, là, pendant le débat opposant Kamala Harris et Donald Trump. Donald Trump s'était fait le relais de cette légende urbaine, là, cette fausseté qui avait été largement grossie sur Internet, en vertu de laquelle à Springfield, des immigrants volaient en fait les animaux de compagnie, les chats et les chiens, ils les mangeaient. Et donc, ça avait au moins donné lieu à des reprises sur Internet là, qui avaient été mises en musique. Là. Donc, d'ailleurs, une des chansons que ma fille a chantées, une des premières chansons en anglais que ma fille a chantées, c'est They're eating the dogs, they're eating the cats. Mais donc, pour s'en prendre à ça et pour peut-être sanctionner quelqu'un qui diffuserait des propos alors qu'on sait qu'ils sont faux factuellement, le cadre canadien rend ça à peu près impossible, en fait, essentiellement, parce qu'il y a toujours un angle permettant de l'aborder en disant oui, mais c'était mon opinion. Je croyais au moment où je l'ai dit que c'était vrai, donc je déploie différents angles, en fait, qui rendent ça très, très, très difficile. Essentiellement, les limites acceptables à la liberté d'expression. Donc, quels sont les délits d'opinion, en fait, qui sont compatibles avec le cadre constitutionnel canadien dans l'état actuel du droit? Il y a deux grandes limites. On va faire abstraction là, des menaces de mort, bien sûr, ou encore de l'apologie du terrorisme, là, mais il y a deux grandes limites dans les comportements qui pourraient toucher les propos faux et trompeurs. Là. C'est la diffamation, l'interdiction de la diffamation au niveau civil et criminel, et l'interdiction de la propagande haineuse. Alors, pour l'interdiction de la diffamation, pourquoi est-ce que c'est très difficile de se servir de ce cadre-là pour s'attaquer à une personne qui prétend faussement, sans viser personne en particulier, ben voilà, que des groupes en particulier s'adonnent à certains comportements ou encore que les politiques publiques ont des résultats qui, par ailleurs, c'est absolument pas fondé en fait, là. C'est le fait justement que la diffamation, elle est structurée en droit canadien pour capter uniquement des propos qui ciblent une personne ou un petit groupe de personnes en particulier et qui permet justement à ces personnes-là de s'opposer à des propos faux et trompeurs qui les concernent au nom de leur droit à l'honneur et à la dignité. Il y a notamment l'arrêt Boumalab rendu par la Cour suprême il y a plusieurs années, qui est venu confirmer le fait qu'il était très difficile, voire impossible, d'utiliser la diffamation pour sanctionner des propos qui concernaient un groupe un peu étendu de personnes. Là. C'était cette affaire, rappelez-vous, où les propos qui étaient au cœur de l'affaire Boumalab, là, c'était des propos tenus par André Arthur, ce défunt animateur de radio, on va dire, ouvrons les guillemets, là, d'opinion, qui a sévi sur les ondes de la radio de Québec pendant plusieurs années. Et donc, les propos qu'on lui reprochait dans ce contexte-là visaient des chauffeurs de taxi montréalais haïtiens. Hein. C'est pas un si grand groupe que ça, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, les chauffeurs de taxi montréalais d'origine haïtienne. Et donc, je ne vais pas répéter les propos ici, là, mais c'était des propos absolument immondes là, et donc diffamatoires. Et on avait tenté de faire sanctionner ces propos-là en utilisant la diffamation. C'est un recours collectif contre André Arthur. Et en bout de course, on avait échoué, en fait, du côté des plaignants parce que la Cour suprême en était venue à la conclusion qu'il n'y avait pas de préjudice individualisable, en fait. Bon. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails juridiques, là. Au pire, on y rentrera dans les questions. Mais grosso modo, cet arrêt-là est venu vraiment fermer la porte de manière importante à la possibilité de servir des dispositions qui interdisent la diffamation pour attaquer des propos qui ne visent pas une personne ou un petit groupe de personnes en particulier, mais bien largement là, euh, un groupe de personnes. L'autre disposition qui permet de capter des propos faux et trompeurs, c'est l'idée de la propagande haineuse.
Et là, de la même manière que parfois la liberté d'expression, elle peut être instrumentalisée, le terme de haine peut l'être également. Et c'est tout à fait compréhensible par ailleurs, parce que la haine, ça renvoie à l'idée de détestation. Alors, les crimes haineux, on a l'impression que si c'est des crimes où, par exemple, le meurtre est un crime haineux par définition. Quand on tue une personne, on imagine qu'il y avait, à moins que ce soit accidentel, là, il y avait un niveau de détestation assez important pour qu'on tombe dans la catégorie de la haine. Mais quand on parle de propagande haineuse, il y a un lien inextricable avec le droit à l'égalité, en fait. Alors, avec je dirais, la refonte du pacte démocratique post-1948, la raison d'être des dispositions qui interdisent la propagande haineuse en droit canadien, c'est une disposition du Code criminel, essentiellement, là, qui est applicable sur le territoire québécois. C'est des crimes qui visent à sanctionner des propos qui visent des groupes protégés par le droit à l'égalité et qui les exposent ou sont susceptibles de les exposer à la haine, en fait. Alors, que ce soit les minorités religieuses, les femmes, par exemple, le groupe, les minorités donc, sexuelles, le groupe LGBT, les communautés LGBTQ. Dans ce contexte-là, on peut entrer dans la catégorie de ce qui est visé par l'interdiction de la propagande haineuse, mais le seuil pour atteindre ce qui est considéré valablement comme de la propagande haineuse en droit canadien, il est extrêmement élevé. Il y a l'arrêt Watcott rendu au début des années 2010, là où la Cour suprême est venue réaffirmer ce qui devait être atteint pour qu'on ne viole pas de manière injustifiée la liberté d'expression en interdisant la propagande haineuse. Et il faut véritablement qu'on soit face à des paroles, des prises de position qui équivalent pardon, à des menaces de mort directement visées sur les membres d'un groupe, en fait, pour qu'on atteigne le seuil qui va entrer dans la catégorie de la propagande haineuse. Alors, la Cour suprême, dans l'arrêt Watcott, vient même préciser le fait que des propos qui portent atteinte ou qui heurtent le droit à la dignité des membres d'un groupe protégé par le droit à l'égalité, ce n'est pas suffisant pour qu'on parle de propagande haineuse. Il faut vraiment qu'on entre dans une catégorie où là, il faut que les personnes du groupe visé par les paroles craignent pour leur sécurité physique, là, mais d'une manière presque immédiate, en fait. Alors, on voit avec ces deux définitions-là qu'il est très, très difficile de sanctionner ou d'interdire la diffusion de fausses nouvelles. Et donc, se rajoute à ça l'arrêt Zundel, Zundel, rendu en 1992, où la Cour suprême avait carrément invalidé une disposition du Code criminel par une courte majorité, mais quand même, qui criminalisait, qui permettait de poursuivre une personne pour avoir diffusé des nouvelles qu'elle savait être fausses. Donc, cet article-là, tel qu'il avait été imaginé, puis ça remontait là, à une législation là, qui revenait presque aux seigneurs anglais, ça avait joué un rôle dans la décision, ça avait été jugé comme incompatible avec la liberté d'expression parce que ça donnait un pouvoir trop important à l'État de s'attaquer à des propos qui pourraient le critiquer lui, par exemple. Et pour comprendre la posture de la majorité de la Cour suprême, on n'a qu'à imaginer ce que ferait Donald Trump d'une disposition qui lui permette d'attaquer des personnes parce qu'elles diffusent ouvrez les guillemets, des fausses nouvelles, en fait. Alors, qui détermine qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? C'est toutes ces questions-là qui sont au cœur de l'arrêt Zundel et qui sont au cœur de toute tentative de l'État d'essayer de capter, en fait, cette catégorie-là avec laquelle, malheureusement, on doit composer dans une société démocratique, sauf des exceptions assez restreintes, en fait. Dernier élément pour lequel nous ne sommes pas prêts à faire face à ce qui se passe au sud de la frontière, et là, j'entre dans cette nouveauté-là que je n'avais pas anticipée quand j'avais imaginé cette conférence-là. Donc, je veux qu'on parle des attaques auxquelles on assiste au sud de la frontière contre les institutions démocratiques. Le judiciaire, hein, au premier chef, là, on a des propositions farfelues là, face à une levée de bouclier judiciaire contre plusieurs décrets présidentiels qui ont été signés par Donald Trump depuis son inauguration, des décrets qui excéderaient des pouvoirs de l'exécutif, qui seraient donc illégaux ou inconstitutionnels. Et il y a plusieurs juges, en fait, qui ont bloqué l'application de certains décrets présidentiels. Et donc, la proposition notamment qui a été relayée sur les réseaux sociaux par
Elon Musk, c'est celle là, disant qu'on devrait congédier chaque année le 1% des juges jugés les moins aptes, les moins compétents. Et ça, c'est une attaque directe au principe de l'indépendance judiciaire, évidemment, là, parce que on imagine bien que dans l'idée que se fait Elon Musk de la compétence judiciaire, un juge qui remet en cause la légalité de l'action de l'exécutif, ça tombe dans la catégorie de l'incompétence. Et donc, on veut faire craindre aux juges pour leur stabilité d'emploi. Et ça, c'est une garantie qui est au cœur de l'indépendance judiciaire, parce que si un juge doit, à chaque fois qu'il doit évaluer la légalité de l'action de l'exécutif, craindre pour son emploi, bien évidemment, on imagine bien qu'il va y avoir des décisions de complaisance qui vont se multiplier, et on le comprend tout à fait. Bon, alors, face à ces attaques-là contre les institutions judiciaires et contre le maintien de plusieurs droits fondamentaux, hein, les droits de la communauté LGBTQ notamment, le droit des femmes également, euh, est-ce que notre cadre canadien constitutionnel là, est plus solide ou aussi solide que le cadre constitutionnel américain en ce qui concerne des freins, en fait, contre des mesures qui viendraient restreindre la portée de certains droits et libertés de la personne? Bien, écoutez, moi, le cadre canadien, il est encore plus fragile que le cadre constitutionnel américain, en fait, à de telles attaques, en ce que, et là, c'est un débat qui est porté devant la Cour suprême des États-Unis, du Canada, pardon. Nous ne sommes pas encore les États-Unis, nous avons toujours nos institutions. Alors, devant la Cour suprême du Canada, c'est ce qui concerne la disposition de dérogation. Alors, en droit canadien, il faut le répéter, ça revient, ça remonte au fameux compromis de 1982 là, pour résoudre la crise constitutionnelle qui opposait le gouvernement fédéral à 8 provinces desquelles faisait partie le Québec. On a inclus la disposition de dérogation et la disposition de dérogation, elle a été interprétée par la suite en 1988 par l'arrêt Ford d'une manière purement formelle. Et la conséquence de ça, c'est qu'en ce moment, pour suspendre l'application des droits constitutionnels les plus importants qu'on retrouve dans la Charte canadienne des droits et libertés, donc les libertés fondamentales, le droit à l'égalité, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, tout ce qu'un législateur a à faire, c'est de l'inclure expressément dans une disposition législative et ça met les tribunaux hors jeu, en fait. Dans le cadre constitutionnel canadien, c'est l'état actuel du droit. On verra ce que dira la Cour suprême à qui on demande de resserrer les critères et de rendre plus difficile le recours à la disposition de dérogation pour les législateurs canadiens, hein, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux. Ben, on n'a même pas besoin de s'en expliquer, en fait. On n'a pas besoin de dire, écoutez, il y a une crise de la nature de celle de la COVID-19, par exemple, et pour faire face à la crise, on doit suspendre temporairement les droits et libertés de la personne. Les critères de Ford en 88 permettent, d'un coup de crayon, de mettre ce contre-pouvoir essentiel et qui appartient à l'ensemble des citoyens hors jeu, en fait. Et c'est le résultat net de l'application des critères de la réforme établie en 1988. Alors, pour ces trois raisons-là, il me semble qu'on est largement mal préparé, en fait, à faire face à une éventuelle élection d'un gouvernement qui aurait des agendas et des pratiques similaires à celles de l'administration Trump actuellement en place. Donc, maintenant qu'on a bien dit à quel point on était mal préparé, pour reprendre un terme d'Alain Deneau, à part boire la ciguë, qu'est-ce qu'on fait? Et on ne boit pas la ciguë, ça, on ne fait pas ça. Et donc, il y a trois pistes de solutions là, qui m'apparaissent très intéressantes et porteuses, en autant qu'on s'y attaque tout de suite, en fait. Et donc, je vais les énoncer l'une après les autres. J'en ai quatre, en fait, desquelles j'aimerais discuter avec vous. Et par la suite, je vais évidemment prendre vos questions. Puis j'espère que dans les questions, vous ferez preuve de créativité. Puis il y en aura peut-être d'autres, en fait, des solutions qu'on peut déployer. D'une part, il faut, de manière prioritaire, s'attaquer à la question des réseaux sociaux et des algorithmes prédateurs. Ça m'apparaît prioritaire. Je crois que le temps de la naïveté est derrière nous et que ce pacte avec le diable, on a vu là, qu'il pouvait se retourner contre nous. Et donc, il faut qu'on trouve une solution de rechange, en fait. Évidemment, à courte échéance, ça ne nous permettra pas, je dirais, de lutter avec effectivité, quoique j'ai peut-être une solution là, avec laquelle je jongle et donc, je vais vous l'exposer, mais je ne suis pas encore certain. Là. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Là. Mais donc, il faut absolument mettre en place des solutions de rechange, en fait, parce que ce n'est plus tenable que nos forums publics soient propriété de grands conglomérats qui ont vocation
à faire de l'argent avec nos données d'une part, mais qui là, pour des raisons tout aussi mercantiles, vont s'aligner avec un gouvernement qui a des visées autoritaires très, très claires et qui a des visées qui menacent directement l'intégrité territoriale et politique du Canada. Alors, mettre en place, évidemment, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un informaticien. Alors, qu'est-ce que ça implique de mettre en place une structure de cette nature-là qui serait cette fois-là mieux protégée contre d'éventuelles dérives, en fait, qui viendraient avec le fait d'être possession d'entreprises privées à but lucratif. Mais ça ne m'apparaît pas une option, en fait, de garder nos forums publics et nos données publiques et de les mettre dans les mains de ces grands acteurs-là parce qu'on voit que non seulement ça peut menacer les conditions de la vie démocratique au Canada, mais à terme même, ça peut ouvrir la porte à des ingérences politiques qui risquent de déstabiliser notre processus électoral et le rendre non équitable, en fait, par rapport aux projets qui vont être défendus par les différents partis. Il me semble, à courte échéance, là, on est dans les options, on réfléchit ensemble. X me semble être une cible plus facile. Et donc, il y a eu des précédents pour d'autres raisons que celles qui m'incitent à réfléchir à la proposition que je vais vous faire. Mais au Brésil, notamment, on avait déjà banni le réseau X du territoire brésilien pour des raisons très différentes de celles qui m'apparaissent pouvoir justifier un bannissement de X du territoire canadien tout de suite. Parce que le propriétaire n'a pas en raison, parce que et on a ce débat-là notamment en lien avec devrions-nous nous retirer, cesser de publier sur X ou pas. Et donc, souvent, on se trouve à confondre les enjeux au cœur de cette décision-là de la même manière qu'on confond les niveaux de la liberté d'expression. La raison pour laquelle il devient prioritaire, à mon sens, de cesser de publier sur X, c'est pas parce qu'on veut s'éviter les débats ou les contacts avec des trolls ou des gens avec lesquels on n'est pas en accord, et ce n'est pas parce que X devient une plateforme qui est trop à droite pour nous, puis qu'on souhaite créer notre propre chambre d'écho à gauche, par exemple, sur une autre plateforme. Ce n'est pas une bonne raison pour moi de se retirer d'une plateforme comme X. Mais là, c'est carrément parce que le propriétaire de la plateforme est en train d'avoir les deux mains dans l'algorithme et les deux mains dans la plateforme de telle manière qu'à faire en sorte que le débat n'y est plus équitable à quelque part. Il y a même un agenda politique pour ce propriétaire de la plateforme qui est maintenant un membre non officiel. On ne sait pas vraiment c'est quoi son statut, mais on sait très, très bien qu'il est presque le coprésident des États-Unis d'Amérique et que donc cette plateforme-là, elle est littéralement, j'ai le mot anglais, là, weaponized contre un débat démocratique qui serait équitable, en fait. Et il me semble que là, on a des prises permettant, non pas sur le contenu du message diffusé par Elon Musk à ses millions de followers, mais bien sur les actions du propriétaire de la plateforme, en fait, et sur l'opacité de l'algorithme qui nous permet, en fait, ou pas, d'avoir accès à des informations-là et d'être bombardé d'informations en fonction de nos préférences personnelles. Alors, on a là, pour moi, là, des critères juridiques qui nous permettraient valablement, je crois, et je crois que même politiquement, ce serait souhaitable, de bannir X le temps que ces conditions-là de nocivité du réseau social soient maintenues, étant entendu évidemment qu'il peut y avoir une manière de mettre à niveau le fonctionnement de la plateforme qui rendrait ça compatible avec une réactivation de la plateforme sur le territoire canadien. Mais en plus, là, il y a une urgence d'agir, à mon sens, puisqu'il y a la campagne électorale fédérale qui va être très, très, très importante. Alors, ça, c'est la première solution à laquelle il faut s'attaquer de toute urgence, c'est-à-dire qu'il faut s'attaquer à l'idée selon laquelle nos forums publics ne peuvent plus être la propriété d'acteurs privés à but lucratif. Ça m'apparaît une évidence. Et maintenant, à courte échéance, X est un réseau social qui me semble permettre de faire un exemple, en fait, par rapport à d'autres réseaux sociaux, et peut-être rappeler également à l'ordre Mark Zuckerberg, là, qui a également plié le genou devant l'administration Trump, même si, pour l'instant, tout le moins, on n'est pas dans une même... j'ai juste le terme anglais, je suis désolé, vous me direz quel est le terme français, la weaponization des plateformes Meta, de la même manière qu'on s'en sert pour X. Donc, on parle de créer des alternatives canadiennes ou des alternatives peut-être internationales, mais qui fonctionneraient selon des codes qui respecteraient en fait ce qui est nécessaire pour avoir des débats robustes, des débats qui peuvent même permettre la caricature des propos.
Il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut qu'on multiplie les chambres d'écho, puis il faut être confortable dans les débats démocratiques. Les débats démocratiques et la liberté d'expression ont vocation à protéger les discours avec lesquels on est en profond désaccord. Mais là, ce n'est pas de ça dont il est question ici. On est confronté à des acteurs qui ont pour objectif, en fait, un des objectifs, à part faire de l'argent, c'est de biaiser le débat d'une telle manière qu'il ne soit plus possible de faire un véritable débat démocratique via notamment le recours à des algorithmes absolument opaques, en fait, qui font en sorte que les forums publics ne sont pas des structures où tous les points de vue sont entendus de manière, je dirais, égale, et ce n'est pas des hommes et des femmes de bonne volonté qui débattent de manière robuste les uns avec les autres. En fait, il y a des gens qui vont faire en sorte de complètement faire capoter ces débats démocratiques-là. Troisième élément, pardon, parce que là je dis s'attaquer aux réseaux sociaux, première solution, voir le bannissement de X à courte échéance, si c'est une solution qui est compatible avec le cadre constitutionnel canadien. Moi, il me semble qu'il y a des arguments à faire valoir de ce côté-là. Travailler de toute urgence à créer des alternatives pour qu'on ait accès à des forums qui vont nous permettre d'abandonner ces forums-là nocifs et prédateurs avec lesquels on est pris dans l'état actuel des choses. Moi, je suis toujours sur Meta parce que dans les faits, ça me coûterait trop que de quitter en fait cette plateforme-là qui m'est encore très, très utile. Mais là, on n'a même pas commencé à entrer dans la possibilité d'être surveillé dans les différentes communications, même qu'on a sur nos plateformes de messagerie personnelle, parce que ça ne nous appartient pas. Alors, il faut absolument travailler de toute urgence à créer des alternatives qui vont nous permettre cette fois-là de migrer vers ces nouvelles plateformes-là. Il faut de manière prioritaire faire le contraire de ce que fait la ministre Derry. Il faut renforcer l'autonomie des institutions d'enseignement supérieur. On parle de liberté académique, là. La liberté académique, ce n'est pas qu'un droit individuel. La liberté académique, ça repose sur la mission d'intérêt public des universités et des cégeps. Et cette mission-là ne peut pas être menée à bien si une ministre de l'enseignement supérieur, un premier ministre, peu importe en fait, pas accepte, mais trouve acceptable de se mettre les mains à l'intérieur des programmes, à l'intérieur des programmes de recherche, d'une telle manière qu'à biaiser les résultats. Alors, il faut de manière prioritaire travailler au renforcement de l'autonomie de nos institutions, et ce renforcement-là, il passe par un financement adéquat, il passe par aussi un mur de Chine qui va devoir être respecté de toute urgence par les élus, et que les élus fassent la promotion, en fait, de ce qui assure la santé de nos sociétés démocratiques. Et ça, on a besoin de ces zones vers lesquelles, de confiance, en fait, vers lesquelles les citoyens et les citoyennes, les justiciables vont pouvoir se tourner, en fait, pour trouver les analyses, les faits, alors qu'on est dans un contexte où, oui, tout est disponible sur Internet, mais c'est de plus en plus difficile de se faire une tête, puisqu'il y a plein d'enjeux qui sont littéralement des biens d'experts. Et les établissements d'enseignement supérieur, c'est un luxe qu'on s'est donné dans nos sociétés démocratiques, d'avoir des bassins d'experts formidables, en fait, qui travaillent à faire avancer les connaissances, mais qui ont les compétences pour permettre de distinguer le bon grain de l'ivraie, puis de donner des avis éclairés en lien avec des questions socialement vives ou encore avec des enjeux qui peuvent être dangereux pour la population. Dans les sciences plus dures, là, savoir est-ce que je sais pas moi, tel pesticide est dangereux ou pas. On a besoin d'avoir des gens qui n'ont pas d'intérêt, en fait, qui vont faire en sorte qu'ils vont s'abstenir de prendre des positions, puis qui vont prendre des positions qui sont fondées sur les données qui sont accessibles et qui vont livrer des analyses qui sont rigoureuses dans toutes les sphères d'activité dans les disciplines scientifiques. Alors, ce mur de Chine-là, il est fondamental. Et de la même manière, il faut investir massivement pour permettre au plus de médias possible, peu importe le courant politique, en fait, d'être viable dans le contexte actuel. Et ça, tout le monde va y gagner, puis nos politiciens vont y gagner aussi, en fait, si on a des médias qui sont capables de fonctionner dans le contexte actuel. Et ce contexte actuel, il y a déjà eu la loi fédérale là, qui a tenté de faire payer les GAFAM pour assurer justement un financement viable des entreprises de presse. Notre écosystème informationnel médiatique, il a été largement déstabilisé par le comportement de ces GAFAM-là et par le fait qu'on s'est de plus en plus déplacé collectivement, moi le premier, là, on a tous fait ça, vers ces plateformes-là pour s'informer, en fait. Alors, il y avait déjà ce dysfonctionnement-là, mais là, c'est devenu une urgence presque nationale, en fait, de permettre qu'il y ait un réseau viable permettant d'aller chercher ces informations-là et de les fournir à la population. Et là, je ne parle pas de chronique, et je trouve ça formidable, Céline Dion, ce qui lui arrive, on ne parle pas de ça, là. On
parle de salle de nouvelles qui va s'intéresser aux enjeux de société, aux enjeux publics, en fait, et aux faits dont on a besoin pour prendre nos décisions dans le contexte électoral, puis de manifester ou pas notre opposition à des décisions qui sont prises par les gouvernements. Alors, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière la séparation des pouvoirs, l'idée selon laquelle ça prend une branche qui n'a pas d'intérêt à se faire réélire. Généralement, c'est le judiciaire, mais le quatrième pouvoir, il vient aussi peser sur l'exercice de ces trois branches de pouvoir-là d'une telle manière qu'à forcer à ouvrir le jeu, en fait, et à donner, ou en tout cas à se justifier dans les différentes décisions qui sont prises. Je dirais que la dernière prise à courte échéance, ça aussi, ça va à l'encontre de ce qui est fait par le gouvernement actuel, mais il faut faire briller les droits et libertés de la personne, il faut faire briller la charte canadienne et la charte québécoise, et pour la faire briller, ben, il faut accepter de se soumettre aux règles du jeu et arrêter ce que moi j'appelle je l'ai appelé dans un billet que j'ai publié sur Vaste Programme, donc quelques semaines après que la Cour suprême des États-Unis ait renversé l'arrêt Roe v. Wade, donc a fait reculer les femmes américaines en ce qui concerne le droit constitutionnel à l'avortement. Et ce qui a permis ce renversement-là, ce sont des nominations ultra-politiques qui ont été menées par Trump dans sa première administration, hein, les trois juges conservateurs qui ont permis d'avoir carrément une majorité MAGA à la Cour suprême des États-Unis. Et donc, pour faire briller les droits et libertés de la personne et la démocratie des droits et libertés de la personne, bien, il faut qu'on arrête d'essayer de tomber dans la pure rhétorique, en fait, laissant entendre que le gouvernement des juges est illégitime et qu'il n'y a que des élus qui peuvent rendre des décisions sur la portée des droits et libertés de la personne. Je caricature, mais à peine, en fait. Et donc, dans ce contexte-là, toute la rhétorique entourant la légitimité du recours à la disposition de dérogation m'apparaît problématique et il y a des manières d'attaquer la capacité du Québec à faire société distincte, pour reprendre les termes de Mitch, là, à l'intérieur de la Fédération canadienne, sans tomber dans ces attaques-là qui, à terme, pour moi, là, constituent véritablement l'équivalent d'une personne qui tire dans la chaloupe collective, en fait. Et là, en ce moment, évidemment, on n'en est absolument pas là. On voit des signes qui sont très encourageants au Québec et au Canada par rapport à ce qui se passe au sud de la frontière. Moi, personnellement, la simple remontée du Parti libéral dans les sondages en réaction à ce qui se passe au sud de la frontière, et je ne suis pas personnellement attiré par le Parti libéral du Canada, là, mais quand même m'apparaît être, les motifs en fait qui semblent expliquer cette remontée-là m'apparaissent intéressants. Et de la même manière, il y a plusieurs initiatives qui sont prises en fait là, par les élus québécois en opposition à ce qui se passe au sud de la frontière. Donc, notre société en ce moment, elle est fonctionnelle, elle fonctionne bien. On a des institutions démocratiques et vers lesquelles la population a confiance, mais on a les germes également là, qui pourraient nous mener dans un horizon court rapproché au même dysfonctionnement problématique que ce qui se passe actuellement au sud de la frontière. Et quand on déconne avec les institutions pour des fins politiques à courte vue, c'est à ça qu'on s'expose en fait. Et il me semble donc que ce qui se passe au sud de la frontière, ça devrait nous amener collectivement, puis de manière transpartisane, à simplement mettre de l'avant la force de nos institutions, puis à s'assurer qu'elles soient même renforcées pour éviter justement ce qui se passe au sud de la frontière. Parce que, et je vais conclure là-dessus, la question n'est pas de savoir si la vague et ce qui se passe au sud de la frontière, ça va nous frapper, mais c'est de savoir comment ça va nous frapper et comment on va être en mesure d'y faire face, en fait, collectivement, au sens nécessaire pour maintenir le Québec en tant que société démocratique. Alors voilà, je me suis enthousiasmé, je crois que j'ai parlé trop vite, j'espère que non. Je vous remercie de